Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que nous sommes prêts. Et bonsoir, cher Jean-Pierre. Comment vas-tu? Très bien, Jocelyn, et toi? Ouais, ravi de te Ah, voir. Donc, on a grand plaisir à recevoir pour cette nouvelle émission notre ami Jean-Pierre Gou pour parler de son dernier roman qui s'intitule donc La Clé des songes et le deuxième tome de cette saga, donc La Révolution bleue. Ça fait suite au premier tome donc qui s'appelait La Petite Princesse et la saga Révolution bleue elle-même fait suite à la saga Siècle bleu, avec deux tomes, donc Au cœur du complot et Ombres et lumières. Voilà, je suis ravi d'avoir toute cette collection. Je me suis régalé à la lecture de cette saga. Donc, on peut préciser tout de suite que La Clé des songes peut se lire indépendamment des autres titres, hein, parce que tu prends soin de tes lecteurs et de tes lectrices. Et voilà, tu retraces l'intrigue, bien sûr, pour que chacun puisse suivre et on peut se régaler rien qu'en lisant la Clé des songes et en retrouvant tes personnages, bien sûr, Lucie, Abel, Janie et tous les autres. Et on peut, je sais pas si tu seras d'accord, mais on peut dire que tu es un peu notre Dan Brown français, puisque tu nous régales d'une intrigue qui est un thriller, bien sûr, qui est un thriller écologique, on peut dire, sur fond de géopolitique, voilà, mais tu assois tout ça sur une réflexion écologique et un projet sociétal carrément, hein, auquel tu donnes aussi le nom de Révolution bleue. Et donc on va parler de ça aussi du livre lui-même, hein. Dan Brown, français, ça te va comme référence ou alors, ça va. En plus, c'est marrant parce que je suis en train de lire son dernier livre, là, Le secret des secrets, qui forcément? aborde la question de la conscience, qui Eh est oui, une question qui nous est chère à tous les deux, et ouais. de manière étonnamment élégante, quoi, et très sourcée. Il y a beaucoup de choses sur l'Institut des sciences noétiques. Donc, oui, je suis très surpris pour l'instant. Mais, et puis, quand j'avais lu le Da Vinci Code il y a 20 ans, c'est vrai que j'avais pas pu le lâcher et j'avais essayé de regarder comment il fait pour qu'un livre te tienne en haleine. Et en fait, c'est assez simple, il faut finir toujours un chapitre avec quelque chose d'ouvert, puis une accroche forte dans les chapitres, et c'est ça qui fait que tu peux pas, et puis des chapitres assez courts. Donc voilà, après, j'ai pas le même succès que Dan Brown pour l'instant, tu vois. Donc On te le souhaite, hein. On te le voilà. souhaite, oui, c'est les fameux cliffhangers. Donc, à la fin de chaque chapitre, là, tu as, particulièrement travaillé la forme, effectivement, de ce dernier roman. On peut dire qu'il y en a un troisième en préparation, parce que tu nous laisses à la fin de ce livre aussi en suspens, quoi, hein, en haleine. Oui, oui, il y en a un troisième en préparation. Alors là, pour l'instant, je fais une petite pause d'écriture. Je recommencerai fin d'année, début d'année prochaine. Mais j'y réfléchis quoi, tout le temps. Et j'ai déjà une version du troisième tome, mais ça sera une trilogie. Et ouais, c'est important. Je ne vais pas laisser les lecteurs et les lectrices là où je les ai laissés parce que bah, il y a un certain nombre de choses qui se dénouent, mais il y a un certain nombre de questions qui s'ouvrent aussi. Donc Mhm. voilà. Donc, dans cet opus-là, tu mets l'accent sur la dimension du rêve. Et donc, tu vas bien sûr aussi chercher du côté de la spiritualité, du chamanisme, hein, comme dans les précédents, puisque ton héros, il est sensible à cet aspect-là, à cette perception subtile du monde. Mais là, il y a vraiment un travail sur le pouvoir des rêves, en fait. D'ailleurs, tu commences par faire référence à des traités de rêves de l'Antiquité, de l'Égypte ancienne, de la Grèce antique. Et peut-être qu'on ne sait pas beaucoup ici en Occident, dans l'Occident moderne, que les rêves avaient une importance capitale, en fait, dans l'Antiquité, et il y a eu des traités de rêves qui ont été écrits à cette époque-là et qui font encore, d'une certaine façon, autorité aujourd'hui. Ouais, en fait, la question des rêves, après je resituerai l'intrigue, mais sur la question des rêves, c'est une question qui a toujours taraudé l'humanité, avec d'autres questions évidemment, mais les gens étaient intrigués par la nature des messages qu'ils recevaient, et on sait au moins que depuis les Babyloniens et les Égyptiens, là on a des traces écrites, il y a des traités d'analyse de certains rêves, donc les gens rêvaient à cette époque-là. Et les gens se posaient déjà la question de les décrypter. Et puis, il y a eu, quelques siècles avant Jésus-Christ, un Syrien, enfin maintenant, on dirait un Grec, Artémidore d'Éphèse, mais c'était voilà, dans cette partie de la Méditerranée, qui avait écrit un traité, l'Onérique.
Crichton. Et ce traité, en fait, il a été retraduit au Moyen Âge sous le nom de la Clé des songes, quoi. Mhm. La plupart des traités d'onirologie, c'est-à-dire d'analyse des rêves, qui tentent de les décrypter en disant vous avez rêvé de ça, ça veut dire ceci, ça veut dire cela, s'appelait la Clé des songes. Donc moi, je m'inscris dans cette lignée d'ouvrages qui essayent de décrypter les rêves, même si aucun ont percé vraiment le mystère des rêves, c'est qu'une série de propositions. Et dans l'Antiquité, les rêves étaient considérés souvent comme des messages divins ou des rêves prémonitoires. Donc les rois, les pharaons, tout ça, se faisaient interpréter leurs rêves pour savoir Mhm. s'ils allaient être attaqués, si c'était le moment d'attaquer, enfin, puisque les guerres étaient quand même un des grands passe-temps à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Et puis, cette question des rêves, enfin, on est resté pas loin en fait des traités d'Antiquité pendant longtemps, c'est-à-dire le livre d'Artémidore d'Éphèse continue même aujourd'hui à faire foi. Et quand Freud a écrit son ouvrage sur l'interprétation du rêve, euh, il remercie Artémidore d'Éphèse, quoi. Mais Mhm. lui, c'est lui le premier qui a introduit cette notion de désir refoulé, quoi. Alors, qui est une partie des rêves, mais pour moi, les rêves, c'est beaucoup plus que ça. Et moi, j'ai jamais été un freudien, on va dire, assidu. Par contre, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était la rupture qu'il a eue après avec Jung. Et Jung qui est parti dans sa propre expérimentation de la psyché et qui, en plongeant à l'intérieur de lui-même, notamment à travers l'écriture du Livre rouge, et je sais que c'est un ouvrage qui te Mhm. tient à cœur aussi, il a fait pendant 13 ans une plongée à l'intérieur de lui-même, donc à peu près de 1913 à 1926. Et c'est dans cette plongée qu'il reçoit dans ses rêves les concepts d'archétypes, les concepts d'inconscient collectif. Ce qui est fou, c'est que les rêves lui donnent la structure des rêves, quoi. Le point de départ de ce livre, c'est une lettre enfin, qu'il a envoyée dans les années 30 à un ami docteur à lui, où il lui explique que la plongée en fait dans les rêves l'a amené, l'a ramené en fait à quelque chose de beaucoup plus profond dont il n'avait pas le droit de parler, qui était une initiation antique. Je me demandais qu'est-ce que c'était cette initiation antique, et il disait que cette initiation donnait le secret du renouveau et de la métamorphose. Comme moi, en fait, ces romans sont une réflexion sur la métamorphose de l'humanité. Je me suis dit, peut-être que que Jung nous a pas tout Jung. dit. Ouais. Et donc, c'était le point de départ quand j'ai commencé à écrire. Moi, j'écris en faisant des recherches en même temps et il m'arrive beaucoup de choses en même temps que j'écris. Donc, voilà, j'ai une trame, je sais exactement où je veux aller, mais par contre, je sais pas du tout par quel chemin je vais y aller. Et ça, je laisse les impondérables et les aléas le faire. Et en fait, ça a été ce livre à la fois une plongée dans mes rêves, dans les rêves, puis dans le rêve de l'humanité, voire même le rêve de la Terre ou du cosmos, quoi. Donc, ça a été voilà, quelque chose d'assez lointain, mais qui est ancré après dans une intrigue qu'on peut lire à plusieurs niveaux, quoi. Qu'on peut lire vraiment comme un thriller, Ouais. ou qu'on peut lire comme voilà, quelque chose de beaucoup plus profond avec différentes grilles de lecture, quoi. Disons que ça infuse effectivement parce que le thriller est super agréable et puis tu sources aussi beaucoup ta documentation et donc ça permet aussi voilà, d'approfondir la réflexion. Alors, ouais, tu as bénéficié aussi comme toujours d'une forme de guidance par les synchronicités qui est un autre concept jungien, ça c'est assez fort. Ouais. J'en profite pour dire quand même que La Clé des songes, puisque on a notre ami Alain qui est là ce soir, La Clé des songes, c'est aussi le titre d'un traité d'un fameux mathématicien, Alexandre Grothendieck, puisque pour ceux qui te connaissent pas du tout, il faut dire quand même que tu es mathématicien de formation et que tu as longtemps travaillé aussi dans le secteur de l'énergie. Voilà, donc je le dis au passage. Et donc Grothendieck, il est aussi évoqué là-dedans. C'est un mathématicien de génie, peut-être le plus grand mathématicien du XXe siècle. On a dit, qui a laissé beaucoup d'écrits philosophiques et écologiques aussi. Hein, Je peux vas-y. peut-être raconter juste cette anecdote-là, puis après, on dira peut-être un mot sur l'intrigue, mais Ouais. Euh, quand je démarre ce livre, en fait, enfin, la thématique générale la saga Révolution bleue, c'est de raconter comment, en 3 ans, l'humanité pourrait réussir la transition écologique et sociale à l'échelle du monde en partant de tout le bordel qu'il y a maintenant, c'est-à-dire la lutte entre la Chine et les États-Unis, l'IA, la robotique, le populisme, les réseaux de désinformation, etc. Et de voir comment on peut déployer une utopie là-dedans. Donc, pour moi, c'est une expérience de pensée.
Et dans le premier tome, en fait, les héros donc, structurent un mouvement mondial qui s'appelle la Révolution bleue et ils utilisent le pouvoir du cœur, quoi. Donc, on va dire, La Petite Princesse, c'est vraiment sur l'amour. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire de l'amour une force en marche et une force de transformation du monde et d'essayer de montrer comment l'ouverture des cœurs pouvait être quelque chose que justement les gens dans la transition n'ont pas du tout utilisé. Parce que souvent on parle de transition, on critique les autres, etc. Et de montrer ce que beaucoup de religions ou de mouvements de spiritualité ont fait, mais ne l'ont pas décrit, c'est-à-dire comment on peut faire de l'amour une stratégie. Et puis, moi, en finissant ce tome, bon, ça a plu à beaucoup de gens, mais je me disais, l'amour va pas suffire. C'est-à-dire, il faut ça, il faut autre chose. Et où est-ce qu'on pourrait trouver une autre force, quoi? Et cette question des rêves, moi, j'ai eu beaucoup de mes intuitions dans les rêves, et beaucoup d'autres chercheurs ont eu des intuitions dans les rêves. Et je me disais, en fait, il y a quelque chose à exploiter dans les rêves. Donc, je voulais écrire un livre sur les rêves, sur le pouvoir du rêve, sans savoir vraiment exactement ce que j'allais y mettre. Et puis, l'écriture de ce livre était l'occasion de creuser cette question. Mais en me disant que le point de départ, c'est qu'une société qui ne rêve pas est une société qui s'effondre. Une espèce ou un individu qui ne rêve pas, qui n'a plus de projet, bah, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de se ternir et qui est en train de mourir. Et je me posais la question voilà, du rêve de l'humanité qui n'a jamais été formulé. Donc là, j'en propose un dans le livre. Et de proposer aussi de voir comment les rêves individuels que l'on a tous, si on les réalisait tous, voir qu'est-ce que ça ferait de rêver tous ensemble. Donc ça, c'était les idées que j'avais au départ, de faire une espèce d'alliance internationale de tous les rêveurs et qu'on s'entraide à réaliser nos rêves. Et quand je commence à écrire le livre, j'avais pas le titre et je tombe sur une vidéo sur YouTube un matin. Je venais de finir d'écrire La Petite Princesse. D'ailleurs, je crois que c'était même le jour où j'ai fini d'écrire La Petite Princesse. Et je regarde YouTube et j'avais une proposition de vidéo dans l'algorithme de YouTube de Grothendieck parce que c'est un mathématicien qui m'intéresse beaucoup. Et c'était la notion de vérité chez Grothendieck. Et c'était une conférence donnée par Laurent Laforgue, qui est un mathématicien qui a aussi eu, comme Grothendieck, la médaille Fields, et qui était ouais, un peu un exposé de philosophie sur la vérité, la relativité de la vérité, notamment en lien avec le concept de topos là, de Grothendieck. Et puis, bon, un exposé assez austère, mais je ne sais pas pourquoi, je regarde les 10 premières minutes, et puis au bout de 10 minutes, il dit, voilà, tout ce que je vais vous raconter maintenant est tiré de la clé des songes de Alexandre Grothendieck. Et là, tout de suite, je clique, et puis pour moi, le mot songe, il est encore plus doux que le mot rêve, quoi. C'est-à-dire, le songe, il y a presque un ensorcellement dans le songe, il y a quelque chose voilà, qui me plaît, et je me dis, tiens, j'ai jamais entendu parler de ce livre. Et en me renseignant sur Internet, je m'aperçois que ce livre n'avait pas été publié, mais j'en trouve un scan d'un tapuscrit dans lequel il y a près de 1000 pages sur les rêves et d'une espèce d'introspection, une réflexion que Grothendieck a menée sur les rêves. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Grothendieck, c'est un mathématicien qui a eu, je crois, la médaille Fields en 1962 ou 66, je ne sais plus, je crois 62. Et donc, c'est la plus haute distinction. Et c'est quelqu'un qui a eu une vie difficile parce que son père est mort à Auschwitz. Lui, il était, on va dire, allemand d'origine, mais il est venu se réfugier en France. Il a été baladé de famille en famille. Il a eu son bac vers Montpellier, voilà, mais pas dans des bonnes conditions parce que, il était caché de famille en famille. Et en allant à la fac à Montpellier, il a pris les maths comme il aurait peut-être pu prendre autre chose. Puis là, il s'est découvert une passion pour les mathématiques, mais surtout une passion pour les réinventer. C'est-à-dire, le prof expliquait un truc sur la théorie des intégrales, lui, il développait sa propre théorie des intégrales. Puis à un moment, il s'est demandé où étaient les gens qui savaient faire des mathématiques en France, enfin, où étaient les pros des maths. Et on lui a dit, c'est à Nancy qu'ils sont. Et à l'époque, après-guerre, il y avait un groupe de normaliens et de polytechniciens qui avait fondé un groupe qui s'appelait Bourbaki, qui voulait refonder les mathématiques. Et donc, ce jeune Grothendieck va voir ses pontes qui le reçoivent un peu avec dédain et il leur demande s'ils n'ont pas des problèmes à résoudre. Donc, il lui donne une liste. Je ne sais plus, je donne les chiffres dans le livre. Il y avait, je crois, 12 ou 13 problèmes. Et quelques mois après, il revient les voir. Il en avait résolu la moitié. Et en fait, c'était tous des problèmes de thèse, quoi.
Et très rapidement, en fait, Grothendieck a été, on va dire, adopté par ce groupe-là. Et les gens ont été complètement fascinés par, on va dire, sa créativité et sa faculté à résoudre des problèmes qui étaient complètement hors normes. Très souvent, on dit qu'il y a deux classes dans les mathématiciens. Il y a la première classe, c'est Grothendieck et le reste des mathématiciens. Et on Ok. dit que tous les mathématiciens, en général, face à un problème, ils mettent toute leur intelligence et toute la force de leur intelligence pour résoudre un problème, alors que Grothendieck, il va mettre toute sa force pour poser le problème d'une manière extrêmement simple, qui fait qu'il n'y a plus besoin de force pour le résoudre. Et ce pouvoir qu'il avait est unique. Donc, bon, c'est quelqu'un qui est assez fascinant, qui avait été aussi un des premiers écologistes radicaux dans les années 60. Il avait monté un groupe qui s'appelait Survivre et Vivre. Et puis, c'était quelqu'un qui est très, très versé vers la spiritualité, très versé vers le- la, la méditation et La qui a mystique, ouais. la mystique et qui a quitté le monde des mathématiques. Alors, je ne sais plus si c'est 91 ou 93, mais c'est à peu près à l'époque où moi, je suis rentré en école d'ingénieur avant de faire de la recherche en maths. Donc, moi, j'ai jamais pu le rencontrer parce qu'à cette époque, il s'est retiré. Il s'est retiré du monde, on ne savait pas. Et il était en Ariège, quoi, dans un petit village qui s'appelait La Serre, et dans lequel il a écrit des dizaines et des dizaines de milliers de pages. On sait qu'il a écrit un traité sur la structure de la psyché, un traité sur le mal. Et La Clé des songes, il l'avait écrit avant de partir là-bas. Mais ce qui m'intéressait, c'était de me dire, tiens, Grothendieck, je vais essayer de le faire rentrer dans mon histoire, parce que s'il y a vraiment quelqu'un qui pouvait peut-être trouver une solution unique à la transition écologique, c'est lui. Et donc, je me plonge dedans, dans ce manuscrit, et là, je découvre que ça rejoint complètement tout ce dont je parlais dans mes précédents romans, à savoir qu'il fait une proposition assez audacieuse, voire même déconcertante dans ce livre, peut-être à la page 80 ou 100, où il vous dit, et il part à la quête d'un secret, c'est qui murmure dans les rêves. Parce que lui, il dit qu'il a une grande partie de ses intuitions mathématiques dans les rêves, et il se pose la question de qui est derrière les rêves. Et moi, c'était la question que je me posais aussi, parce que mes héros ont dans le livre des rêves qui les guident, et moi, j'ai des rêves qui me guident aussi. Alors, pas tous les jours, mais de temps en temps, j'ai des vrais insights qui arrivent par ce biais-là. Et lui propose cette solution que celui qui murmure derrière les rêves, comme il en sait plus sur lui que lui, et qu'il en sait plus sur tout le monde que tout le monde, c'est Dieu. Donc, et il donne une définition de Dieu qui n'est pas du tout le grand barbu dans le ciel, mais qui est une sorte de conscience cosmique dans lequel se trouve tout ce qui est manifesté et non manifesté. Et pour moi, ça correspond, alors certains appellent ça des annales akashiques ou autre chose, quelque chose où on va puiser les savoirs. Et puis, tout le reste de son bouquin est basé sur un livre du début des années 1900 de Richard Burke, que tu connais, Conscience cosmique, Cosmic Conscience cosmique. Consciousness. Et Mhm. là, je me dis, mais attends, mais comment Grothendieck connaît ce livre? Et en fait, il fait le lien entre, je dirais, cette conscience cosmique qui pourrait nous entourer, qui est le sujet de ton livre avec Romuald Le Terrier, Univers Esprit, tout est relié, dont j'ai eu l'honneur d'écrire la préface, et que l'on ressent, que les chamans ressentent. Et donc, Grothendieck était exactement sur cette voie. Et donc, voilà, après, pour un romancier, c'est du pain béni, ce genre de Mhm. choses, parce que il reste plus qu'à relier des choses qui n'étaient pas reliées. Alors, les gens, en les lisant, ils me disent, mais c'est relié? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai relié certaines choses entre elles, mais peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Enfin, voilà. Ce que je dis souvent, c'est tout est vrai dans ce livre, sauf ce qui est faux. Et c'est pratique, c'est très mathématique comme façon de penser. Alors, oui, oui, bah de toute façon, tout est relié, comme tu dis. Et par contre, la question d'Emmanuel sur le lien avec l'économie bleue de Gunther Pauli, là, je crois que c'est pas avéré, bah, parce que le bleu, Ah effectivement, est non, non, toujours non. présent. En Alors l'occurrence, après, c'est une coïncidence. non, non, c'est vraiment une coïncidence. Même si Gunther Pauli, lui, il avait développé ce concept. En gros, c'est un biomimétisme rentable, c'est-à-dire s'inspirer de la nature, mais faire que l'entreprise, voilà, elle gagne de l'argent. Donc, Mhm. c'est pas un concept si, enfin, révolutionnaire, mais il y a plein d'autres choses bleues Ouais. qui n'ont rien à Que- voir. Mais on va dire les travaux de Gunther Pauli ont un rapport, mais ça a rien à voir. Est-ce que La tu veux, révolution bleue, elle vient d'Yves Klein, pour être c'est clair. ça, Yves Je peux Klein, vous le peintre montrer, niçois, le fameux voilà, peintre niçois. voilà, j'ai un petit carré là d'Yves Klein ici qui faisait du bleu Klein. Et il avait cette idée, il est mort en 62 malheureusement, d'écrire, enfin de faire une révolution bleue, c'est-à-dire de mettre son pigment bleu partout dans le monde.
pour peut-être élever d'un point de vue spirituel l'humanité et les Tennissois comme moi et aussi amener ce bleu de Nice partout pour nous baigner dans le bleu. Moi, j'avais trouvé que cette idée de révolution bleue était magnifique. Il n'a pas pu le finir. Il avait même écrit avant sa mort. Il était pressé. Il devait sentir qu'il devait mourir. Il avait écrit à Eisenhower, à Khrouchtchev pour mettre du bleu dans les bombes, dans les explosions de bombes atomiques. À l'époque, il y avait encore des explosions extérieures, quoi, des tests réels et pas des simulations. Je trouvais ça extrêmement poétique. Et finalement, la Révolution bleue, moi que je dépeins, donc elle est inspirée d'Yves Klein. Et il y a plein de choses sur Yves Klein dans ce tome-là en particulier. Comment dire, Yves Klein, euh, voilà, l'idée, moi, c'est de mettre du bleu dans les cœurs de tous les humains pour nous unir et former une humanité unie, Ouais. mais on peut en reparler. Et d'ailleurs, Yves Klein est présent, bien sûr, dans ton intrigue. Le bleu représente l'alignement, la puissance de l'ange Michael qui tranche, nous dit Lucie. Tu veux redire quelques mots de l'intrigue pour situer Ouais, les choses ou... donc l'intrigue, enfin, il y a, ouais, on va dire, quatre personnages principaux. L'inspirateur de la Révolution bleue est un astronaute qui s'appelle Paul Gardner, qui est celui qui l'a imaginé. Il lui arrive un problème au début de la petite princesse, donc il n'est pas là pour, il peut pas déployer la révolution bleue. Et c'est ses deux meilleurs amis qui déploient cette révolution bleue, qui est la transition écologique de toute l'humanité. Ils essayent de transformer son rêve en mouvement. Donc ça, c'est vraiment dans la petite princesse. Et à la fin de la petite princesse, ils sont plusieurs centaines de millions à être membres de cette révolution bleue et à changer le monde. Et c'est une révolution qui est basée sur l'enthousiasme, la joie, la créativité, l'innovation et surtout l'union sacrée de toutes les forces de progrès et une forme de non-violence, voire même de main tendue vers ceux qui en font pas partie parce qu'ils sont profondément non-violents. Donc Abel et Lucie, ce sont les deux protagonistes adultes, on va dire, qui mettent en œuvre cette révolution bleue. Ils ont deux profils différents. Abel, il est chaman, il est très, on va dire, tacticien, quoi. Dans Siècle bleu, les premiers romans que j'avais écrits, il était à la tête d'une organisation éco-activiste. Donc c'est quelqu'un qui est très malin, qui sait relier, voilà, se diriger en eau trouble. Et puis sa femme, Lucie, elle, c'est une stratège plus, une économiste. Elle est conseillère pour la Révolution bleue pour le président des États-Unis. Et elle, c'est celle qui doute. C'est-à-dire, elle n'est pas du tout ouverte aux synchronicités, elle n'est pas du tout ouverte à l'invisible, mais parce qu'elle en a peur, quoi. Et au fur et à mesure du livre, c'est intéressant de voir son évolution parce que, il se passe tellement de choses magiques qui les aident sur ce chemin qui est extrêmement complexe parce que la Révolution bleue a des gros ennemis, tout le capitalisme profond américain, mais aussi la Chine qui voit débouler une autre force de transformation mondiale à un moment où la Chine était sûre de gagner l'échiquier mondial, plus un certain nombre de forces sombres. Et donc, Lucie, au fur et à mesure qu'il leur arrive des choses étranges, notamment par leurs rêves, s'ouvre, quoi. Voilà, c'est un personnage qui est important pour moi pour pouvoir amener des lecteurs qui ne sont pas nécessairement ouverts sur ces sujets, à voir un personnage qui, comme eux, doute et puis fait des pas. Moi, toutes les choses, enfin, on va dire, euh, surnaturelles qui sont dans ce livre, c'est des choses que j'ai vécues ou lues dans des livres qui font référence. Il y a plus de 250 références et notes de fin dans le livre. Moi, j'essaye, comme tu le fais toi dans tes essais, et comme le fait Vertical, d'utiliser voilà, la rigueur scientifique, le roman, une intrigue pour faire passer des messages et faire parler de certains sujets. Et donc là, Mhm. c'est les rêves, l'invisible, la conscience cosmique dans une intrigue où on peut passer à côté de ça si on n'a pas envie d'en entendre parler. Alors, l'idée, c'est que tout ça, ça représente l'évolution aussi de l'humanité vers un autre stade, un autre niveau que tu appelles Homo biosphéris. Donc, Ah ça ouais, symbolise. alors faut que je Vas-y. vous prête ouais. Oui, oui. Le point, c'est que pour moi, enfin, la raison pour laquelle, enfin, je me demandais, enfin, pourquoi en sachant tout sur les crises climatiques et puis les crises de biodiversité, etc., pourquoi on ne fait rien? Pour moi, il manque un appel, une vision qui fait que l'humanité transcende ça et réussir ça, ça veut dire développer des de nouvelles valeurs et développer une nouvelle forme de civilisation. Donc, je cherchais qu'est-ce qui pourrait
nous aider. Et en fait, la clé, je l'ai trouvée sur la couverture du Petit Prince. C'est ça que je suis allé chercher. Là, vous l'avez en hessien. Je l'ai en 100 langues, non, 200 langues Ouais. chez moi. Et dans le bouquin, il y a toute une intrigue, des codes secrets, comme dans le Da Vinci Code, liés aux traductions du Petit Prince. On l'a Mais pas encore dit, Jean-Pierre, on l'a pas encore dit, mais Saint-Exupéry, c'est une des figures tutélaires aussi de tes romans. ah oui, Très, oui, très importante, hein. il y a Yves Klein, Grothendieck et Syntex, quoi. Et la petite princesse, pour info, moi au départ j'avais écrit ça, la petite princesse, parce que, alors j'explique d'abord ça, le petit prince et Vas-y. puis la petite princesse. Mais sur la couverture du petit prince, moi j'ai toujours été intrigué que le petit prince est très grand sur une planète qui est très petite. Et je me suis dit, peut-être que le petit prince n'est pas un individu, mais l'humanité de sa planète. Et qu'en fait, il serait fait de plein de petites cellules humaines et ça répond à une des grandes questions que moi j'avais depuis que je suis petit, c'est pourquoi le petit prince n'a pas de parents. Bah, si c'est l'humanité, il n'a pas besoin de parents. Et pourquoi il n'a pas de frères, pas de sœurs, etc. Bah, en fait, nous, si on prenait le grand personnage qui est fait par les 8 milliards 250 millions de cellules humaines, cette créature n'aurait pas de parents, ni de frères, ni de sœurs. Et on serait comme lui, on aurait les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles. Et lui, sur sa planète, il a réussi sa transition écologique. Et en fait, quand vous lisez Le Petit Prince avec cette grille de lecture, que Le Petit Prince pourrait être un collectif humain planétaire, en fait, il y a tout qui fonctionne dans Le Petit Prince parce que quand il va visiter d'autres planètes, en fait, il ne rend compte pas des individus, mais il rencontre des collectifs, quoi. Et des collectifs qui sont malades, le buveur, le roi, le businessman, etc. Et quand il arrive sur Terre et qu'il rencontre l'aviateur, il apparaît comme dans un rêve. Et il repart comme dans un rêve. Et si nous, on devait discuter avec la conscience de l'humanité, ça pourrait pas être une discussion de cellule à cellule, mais de discussion de la partie vers le tout. Donc ça ressemblerait à un rêve. Et dans cette rêverie qui est Le Petit Prince, qui est vraiment un livre pour moi, donc je donne beaucoup de secrets sur Le Petit Prince dans La Petite Princesse, mais aussi dans celui-là. euh, pour moi, c'est un livre qui vient d'ailleurs, quoi. C'est vraiment, c'est un évangile, en fait, Le Petit Prince. C'est un livre d'une haute spiritualité, mais qui ne le dit pas. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il ne le dise pas parce que aucune religion n'a interdit Le Petit Prince. Tout le monde aime Le Petit Prince, tous les pays du monde. Et voilà. Et donc, moi, j'appelle ce collectif planétaire qu'on pourrait former Homo Biosphéris. Et l'idée, c'est que l'humanité puisse être un organe de la biosphère. C'est-à-dire, on n'est pas juste posé sur la Terre. La Terre n'est pas un lieu. La Terre est un être vivant. Donc, moi, je suis complètement dans la lignée de James Lovelock et de sa théorie Gaïa qui expliquait comment, voilà, que la Terre est un être vivant. Mais l'humanité, on la met toujours à côté, etc. Et l'idée, c'est que nous, tous ensemble, on puisse former un organe. Et cet organe, il a un certain nombre de fonctions. Donc, dans la clé des songes, ils font une charte mondiale d'Homo Bioceris pour décrire quelles sont les missions de l'humanité envers la biosphère. C'est d'ailleurs quelque chose, moi, j'aimerais qu'on puisse faire à très grande échelle, faire un débat planétaire sur cette question, en intégrant les visions des enfants, des peuples autochtones qui te sont chers, pour construire une vision qui soit vraiment une vision partagée de nos grandes missions. Et aujourd'hui, le fait qu'on n'ait pas spécifié les missions de l'humanité fait que l'économie crante sur rien que sur elle-même. Et un des problèmes de l'humanisme, c'est que c'est le progrès au service de l'homme par l'homme, et au bout d'un moment, bah, on a oublié la biosphère et le substrat, et donc on arrive à cette destruction. Donc voilà, quand j'avais écrit La Petite Princesse, je voulais raconter en fait en 3 tomes comment l'humanité pouvait s'unir et former ce collectif. Donc l'émergence de ce collectif qui est en écho aussi avec l'émergence de la noosphère de Teilhard de Chardin, mais c'est pas qu'une couche pensante, c'est aussi une couche agissante. Alors que Teilhard, c'était surtout une couche pensante, C'est mais pour ça que tu Teilhard l'as pas appelé Homo nosphéris. C'est pour ça que tu l'appelles Homo non, biosphéris. exactement. Biosphériste parce que, en fait, alors, Teilhard, avec Vernadsky, il tournait autour du concept de biosphère, etc. Mais à son époque, il n'y avait pas les problèmes, on va dire, environnementaux. Et il passe directement, on va dire, de l'humanité telle qu'elle est à cette couche pensante qui pourrait être l'esprit de la Terre, en fait, mais sans se dire ce que biologiquement on pourrait faire. Donc voilà, j'essaye de combler cette partie-là Mhm. dans une vision qui est pour moi la plus, ouais, la plus transformatrice de toutes les visions. Enfin, Taylor est vraiment quelqu'un
qui avait 100 ans ou 200 ans d'avance, hein, donc voilà. Oui, c'est clair. Ouais, et donc La Petite Princesse, je l'avais écrit dans cet esprit pour raconter comment... Ah oui, donc c'est l'autre protagoniste du bouquin. C'est une petite fille que les héros ont adoptée et qui a un cœur immense parce qu'elle a aussi beaucoup souffert quand elle était petite. Et son cœur et sa voix et qui elle est en fait le catalyseur, on pourrait dire la pierre philosophale qui permet à l'humanité de se transmuter et à passer à un autre ordre d'organisation. Et quand j'ai fini d'écrire ce livre, ils ont publié pour la première fois la correspondance entre Syntex et sa femme, Consuelo. Et dans cette correspondance, il y avait une lettre inédite de Syntex dans laquelle il a promis à sa femme d'écrire une suite du Petit Prince. Donc ça, c'était il y a 3 ans, cette lettre, qui devait s'appeler La Petite Princesse. On a Et moi, découvert cette lettre il y a 3 ans. ouais, il y a 3 ans, dans la correspondance qui avait jamais été publiée pour des questions de droit. Et moi, j'avais déjà écrit La Petite Princesse, mais il n'était pas encore paru. Donc, j'ai changé tout on va dire le script pour intégrer ça dans mon manuscrit. Le fait que Syntex l'a peut-être écrit, et moi, je le cherche toujours, ce manuscrit. En tout cas, il y a certainement réfléchi. Donc, il est dans le cloud. Il est quelque part, en fait, ce manuscrit. Et la petite fille cherche ce manuscrit qui donnerait les clés d'activation d'Homo Bioceris. Et j'utilisais tellement de choses sur le Petit Prince que j'avais peur d'avoir des questions de droit. Et par un miracle, les héritiers de Syntex ont lu Siècle Bleu, mes bouquins d'avant. Et quand je les ai rencontrés et que je leur ai parlé de la petite princesse, en fait, ils ont adoré le projet. Ils ont adoré cette vision du Petit Prince qui était nouvelle, qui puisse incarner un citoyen planétaire. Ils ont mis le Petit Prince au service de la Révolution bleue. Et Olivier Daguet, qui est l'héritier de Syntex, puisqu'il n'avait pas d'enfant, mais lui, sa grand-mère, c'était la sœur de Syntex, a écrit la préface de La Petite Princesse, qui La était le petite livre, princesse. voilà, et qui peut être lu indépendamment, avant, Est-ce après. que est-ce que tu as pu peut-être confirmer ta grille de lecture de Saint-Exupéry qui, dans Le Petit Prince, sous les apparences d'un simple conte pour enfants qui est effectivement anodin et sans danger, quoi, hein, alors que c'est le deuxième livre le plus publié au monde, je crois, ou un truc comme ça, justement pour Ouais, ça, parce après la qu'il Bible. il est sans danger. Après la Bible, hein. Est-ce que tu as pu confirmer auprès peut-être de certains exégètes de Saint-Exupéry que cette grille de lecture est bonne, comme quoi, effectivement, le Petit Prince symboliserait l'ensemble de l'humanité? Alors, déjà, les exégètes de Saint-Exupéry n'ont aucune valeur, puisqu'en fait, Saint-Ex lui-même n'a rien écrit sur le Petit Prince. Donc, en fait, leur exégèse, elle est basée sur rien. Donc, Bah, sur le Petit une Prince lui-même, cinquantaine. déjà, non? Oui, Et puis non, mais le reste de son œuvre. voilà, mais en tout cas, il a écrit Le Petit Prince et publié le 6 avril 43. Il part à la guerre 5 jours après, il fait aucune interview, donc il donne pas, lui, la clé du Petit Prince. Pourquoi il l'a écrit? Enfin, tout ça, c'est des interprétations possibles, et je pense qu'il l'a fait exprès pour qu'il y ait autant d'interprétations et pas qu'une, quoi. Mais en revanche, moi, j'ai retrouvé une lettre qui date de 2 mois avant sa mort, qui s'appelle La lettre à un Américain, qui est dans la Clé des songes, et dans lequel il décrit exactement cette humanité en train de s'unir et Mhm. qu'il lui manque une conscience. Et en fait, le Petit Prince pourrait être la conscience de ça. Il ne le dit pas, mais la famille de Saint-Exupéry interprète notre rencontre assez troublante comme une preuve que ça pourrait être ça. Et il y a beaucoup d'autres lettres de Saint-Ex qui étayent que, voilà, pour lui, même les guerres, toutes les dissensions qu'on a dans l'humanité font partie d'un grand processus de synthèse pour unir l'humanité qui est invisible. Et c'était aussi l'intuition de Teilhard de Chardin, quoi. Mhm. Mhm. Donc, Donc, il n'y a pas la preuve, mais tant mieux, parce que toutes les autres interprétations du Petit Prince, la symbolique du mouton, la symbolique du serpent, du renard, tout ça, ça a de la valeur. mhm. Je pense que c'est un livre multiple, quoi. Donc, il n'y a pas qu'une clé, et il n'y a pas qu'une grille de lecture unique. Et la grille de lecture, celle-ci, elle est un peu collective, on va dire archétypale d'un point de vue général. Mais ce qui est important dans Le Petit Prince, c'est la lecture individuelle qu'on en fait. Et je ne connais pas deux personnes qui ont eu la même lecture. C'est-à-dire, c'est un livre qui va vous chercher sur qui vous êtes à ce moment. C'est un livre miroir, euh, comme des grands textes, quoi. Le prophète, tu vois, peut-être l'alchimiste de L'alchimiste de Coelho. Ouais, tu Coelho, vois, ouais. ouais, c'est des livres Mhm. qui sont multiformes, qui ont fait un bien fou. C'est des livres de guérison et qui ont été écrits pour moi dans une encre qui n'est pas terrestre, tu vois, qui est autre chose, quoi. Mhm. C'est-à-dire, moi, Le Petit Prince, et Dieu sait que je l'ai lu nombreuses fois,
à chaque fois que je le lis, il y a des chapitres, je me disais, mais attends, celui-là, il n'y était pas dedans avant. Et donc ça, c'est la preuve des livres, on va dire, protéiformes, quoi. Donc ce message d'une humanité unifiée, rassemblée, tout ça, quand tu en parles autour de toi dans les cercles, je vais dire, sérieux, les gens qui travaillent dans l'économie, dans l'énergie, tout ça, est-ce que tu passes pour un doux rêveur, tu passes pour un idéaliste, ou est-ce que Bah, on dit, tu as raison, vas-y, il faut y croire malgré tout? Quand on voit l'état moi, de la planète et depuis, de l'humanité? moi, je fais, enfin, une partie de mon activité aujourd'hui, c'est conférencier en entreprise. Donc, je vais dans des cercles, des fois dans des banques, dans des administrations, et je parle de ça. Euh, Enfin, j'en ai fait presque 100 des conférences sur la Révolution bleue et sur Homo Bioceris depuis 1 an et demi. Euh, j'ai toujours eu des gens enthousiasmés par ça. Et comme, en fait, moi, je viens du monde économique, je travaille toujours la moitié de mon temps dans l'énergie, dans les maths, etc., et que j'ai été chef d'entreprise, ils se disent, lui, il est pas fou, quoi. Et puis, le bouquin, c'est pas juste ce que je viens de vous raconter. En fait, quand moi, j'ai eu cette idée-là d'Homo Bioceris, enfin, qu'elle m'est venue, je sais pas, hein, c'est pas moi, l'idée, elle m'est venue comme ça. Je me suis dit, ça serait génial que l'humanité aille vers ça. Mais je me suis dit, si je raconte ça aux gens, les gens vont dire, bon, bah, c'est une douce idée. Donc, en fait, la difficulté, c'est d'écrire le chemin entre maintenant et là-bas et de dire qu'il est possible. Et ça, c'est quelque chose, enfin, moi, c'est le truc le plus difficile que j'ai jamais fait de ma vie, d'écrire ces bouquins. Et pour moi, je le construis comme une preuve mathématique. C'est-à-dire, existe-t-il un chemin des 8 milliards 250 millions de sapiens qui se mettent sur la tête les uns les autres vers cette humanité unie et de raconter ce chemin avec toutes les embûches, toutes les pires choses qui pourraient arriver aux gens, parce que, par exemple, dans ce tome, La Clé des songes, le Vatican s'en mêle également, quoi, C'est parce que... très Dan Ah Brownien oui, pour le coup. oui, ouais, là, ouais. Et puis, et c'est ouais, en creusant cette question de ce que Jung aurait pu, on va dire, avoir caché, en fait, je suis tombé sur ces fameux manuscrits en Égypte, là, qui euh, détenaient, en fait, des, enfin, on va dire des copies de la Gnose, qui étaient des écrits apocryphes qui avaient été évincés par l'Église. Et en fait, ces écrits comment il s'appelle? Nagam Rabbani Jocelyn, toi, comment il s'appelle ces manuscrits qui ont été Ah, trouvés au Nag Mali? Hammadi, les manuscrits de Nag Nagamadi. Ouais. Hammadi. Nag Hammadi, donc il y avait des codex à l'intérieur, donc et Jung en a acheté une partie, quoi. Et donc ça s'appelle le Codex Jung, et il en manque des pages. Donc là aussi, en tant que dès qu'il y a un trou, moi, je me Pour un glisse dedans. romancier, oui, Voilà. pour un romancier, Euh, c'est fabuleux. Ouais. voilà. Et la gnose, ce qui est intéressant, c'est que c'était, on va dire, une voie du christianisme qui permettait d'accéder à Dieu, c'est-à-dire à cette conscience cosmique, sans clergé. Alors évidemment, ça ne plaisait pas au clergé, puisqu'ils aimaient bien l'intermédiation et puis le fait de créer une institution pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Enfin, et je ne critique pas l'Église, l'Église fait des très belles choses aussi, mais sur cet accès à Dieu, moi je me rappelle quand voilà, je suis allé au catéchisme. Premier jour, on nous parle de Dieu, du Fils de Dieu, etc. Et enfin, je posais la question aux gens, je dis, mais vous l'avez rencontré? Ah non, je dis, mais au bout d'un an ou deux, quand on fera la communion, on pourra le rencontrer. Ah non, non, enfin, je me disais, bah, en fait, on fait un chemin vers Dieu, mais on nous empêche d'aller vers lui, quoi. Donc, c'est quand même, on nous en parle, voilà. Et, euh, et donc, la gnose, c'était un chemin initiatique et qui est probablement nourri des très vieux mythes et des très vieux, on va dire, des écoles des mystères, hein, École des d'Éleusis, mystères, et puis Égypte antique aussi, ouais. exactement, hein, les mystères d'Isis, etc. Donc, dans le roman, voilà, je vais aussi creuser là-dedans parce que, euh, en fait, cette question des rêves, Grothendieck, il a raison, elle nous ramène aussi à cette question de Dieu, c'est-à-dire de cet esprit qui nous relierait tous. Et si l'humanité s'unit, on est déjà unis, c'est juste qu'on le redécouvre, quoi. Et l'univers lui-même est déjà probablement tout uni, interconnecté. C'est ce que tu as voilà, exploré dans ton livre avec Romuald. Voilà, moi, j'ai essayé de mettre ça en fiction, mais de le faire voilà, pour que les gens Alors, passent avant tout un bon moment et que ça soit voilà, un livre où vous preniez plaisir. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui le relisent deux fois là déjà. hmm.
pour se Mhm. dire, je me suis laissé emporter, puis Mhm. maintenant je vais ralentir et je vais essayer de comprendre les différentes Ouais. choses. Voilà, et Alors, tu mets ça en fiction, mais ça va plus loin que ça, bien sûr, parce que je l'avais dit déjà quand on avait parlé de la petite princesse, c'est une écriture qui est performative dans le sens où là, tu décris une révolution que en même temps tu souhaites voir advenir et tu donnes des clés, tu donnes des moyens pour que justement tes lecteurs jouent ce jeu-là et puis au-delà de jouer, vraiment mettre en œuvre ces valeurs-là. Donc on peut aller plus loin et parler de la Révolution bleue et des outils que tu développes à côté. Tu voulais nous montrer quelques images peut-être ou ouais, ouais. après? Alors on peut peut-être finir après par ça, mais on pourra prendre quelques questions, puis je parlerai de One Home après. Ok. Mais pour parler de la Révolution bleue, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que les gens suivent cette voie, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est de montrer qu'il existe une voie entre aujourd'hui et un futur souhaitable. Moi, j'ai été président de l'Institut des futurs souhaitables. Si vous pouvez perdre des futurs souhaitables, mais si vous expliquez pas comment on peut y arriver, bah, ils restent non opératifs, en fait, ces futurs-là. Et donc, moi, j'essaye de faire un chemin dans lequel il y a plein d'outils, et c'est pour ça que je mets plein de références, pour que, à la fois que les gens changent de paradigme sur regarder la réalité d'une autre manière. Donc, c'est un livre qui parle d'épigénétique, de biomimétisme, de beaucoup de notions qui sont aujourd'hui des notions qui ne sont pas encore mainstream, en fait, dans la manière dont le monde des humains fonctionne, mais qui pourraient changer notre regard. Il y a plein de choses sur l'astrophysique, il y a des tas de choses aussi sur la géopolitique, d'apprendre aux gens un peu à décrypter, ou en tout cas de leur donner des clés pour décrypter ces choses-là. Et j'ai essayé de faire cette révolution bleue, qu'elle soit réaliste et que des gens s'en inspirent. Donc il y a déjà un certain nombre de personnes alors déjà, ça les aide à tenir à ce moment où on est acculé par voilà, des forces, on va dire, de division qui s'organisent. Et pour moi, ces forces de division qui s'organisent, on le voit bien aux États-Unis, sont un espèce de test pour amener les forces d'union à s'organiser aussi. Et moi, c'est ce que j'essaye de montrer dans le roman. Et on va dire, ce livre, qui a été lu par pas mal de gens là maintenant, amène ouais, les gens à cette prise de conscience. Et je vais même jusqu'à, voilà, un peu, je voulais donner ma contribution pour 2027, puisque une présidente française est élue pour le programme de la Révolution bleue dans le deuxième tome et est une des héroïnes. Elle vient des Restos du Cœur, quoi. Donc, voilà, je Mhm. voulais un personnage qui soit atypique dans le monde politique et que ça puisse inspirer des gens. Mais moi, mon rôle, c'est vraiment d'inspirer, pas de diriger quoi que ce soit et de faire que voilà, ça renforce la reliance qu'on n'a pas forcément identifiée comme l'actif principal que Mhm. l'on a pour résister à l'oppression, quoi. Donc, Ouais, mais alors justement, tu parles d'une femme présidente, ça serait certainement une excellente chose, évidemment, ces valeurs féminines, tu donnes aussi beaucoup d'importance, beaucoup de poids aux visions des peuples racines. On ouais. est vraiment dans des visions alternatives. Tu penses que ça peut réellement advenir aujourd'hui? On voit qu'il y a effectivement ces forces à l'œuvre dans lesquelles les futurs souhaitables, c'est un futur dans lequel tout le monde pense comme eux, et surtout, on veut pas avoir de pensées dissonantes. On veut que tout le monde ait une pensée unique, mais il y avait déjà ça aussi de l'autre côté, cette histoire de pensée unique, parce que être unis, est-ce que c'est tous penser la même chose ou est-ce que c'est simplement partager un socle de valeurs communes? Alors, l'union dans la Révolution bleue, c'est l'union dans la diversité. Ça, c'est le truc le plus important. C'est vraiment d'utiliser la diversité, à la fois des savoirs, des cultures, mais des individus, comme étant la plus grande richesse de cet Homo bioceris. On n'est pas 8 milliards 250 millions de cellules identiques, et Surtout qu'on serait chacune a un plus, hein. rêve. Tu sais qu'il y a des statistiques qui disent qu'en fait on serait beaucoup plus parce que les recensements sont mal faits. Et en fait, on serait beaucoup plus Ouais. que ça. Non, mais l'ordre de grandeur, bon, on serait un Ouais, petit peu plus ouais. peut-être, mais il y a des pays, oui, non, mais c'est possible, quoi. Mais on va dire que ça soit 8,2 ou 10 milliards, enfin, Mhm. l'ordre de grandeur, il serait de cet Ouais, ordre-là. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu d'études qui montreraient qu'il y aurait une erreur encore supérieure. Et ouais. puis, on a un certain nombre de pays qui ont plutôt tendance à avoir des populations qui baissent en ce moment, Mhm. donc ça va se rétablir, tout ça, tu vois. Donc, non, mais pour revenir à la question, alors du coup, attends, j'ai perdu le fil. On était Oui, est-ce sur... que c'est la diversité, Oui, l'union dans la ouais, diversité? donc l'union dans la diversité, donc ça c'est la première chose. Et tu disais, est-ce que c'est possible? Euh, c'est la première question qu'un journaliste pose à Abel, le héros dans La Petite Princesse.
Il lui dit, mais est-ce que vous pensez que la révolution bleue est possible? Il lui dit, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est de savoir ce que vous allez faire pour la rendre possible. Donc, en fait, ce truc-là n'est possible que si toutes les cellules s'y mettent. Donc, et moi, je renvoie toujours la même réponse, c'est-à-dire, je n'ai aucune idée. Et lui, il dit, si on passe notre temps à parier si elle est possible ou pas, ah ben, en fait, c'est sûr qu'elle sera impossible, quoi. Mhm, Donc, mhm, la seule chose qu'il faut faire, c'est se retrousser les manches, mais mhm, ça suffit pas, de s'organiser, d'avoir un plan pour structurer ce mouvement, quoi. mhm. Et c'est ça qu'ils essayent de faire dans le livre. Pourquoi est-ce que les valeurs des peuples racines, justement, ça a été une inspiration pour toi dès le premier roman que tu as fait de ton héros, quelqu'un qui a été initié au chamanisme, qu'on appelle le jaguar noir, qui a voilà, toute cette partie Que mystérieuse? enfin, moi, ça vient un peu de mon enfance et puis de la manière dont je ressens le monde, et puis des maths. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde l'espace des solutions pour passer de aujourd'hui à un demain souhaitable, en fait, cet espace, il est tellement contraint que, bah, en fait, tu vois pas de chemin. Si tu rajoutes l'invisible et un peu de surnaturel, l'espace des solutions, il devient immense, Mhm, quoi. Et aujourd'hui, on a réduit en fait la réalité, euh, et les héros trouvent énormément de force là-dedans, dans les synchronicités, dans des visions, dans des rêves, dans des signes, dans des choses. Et cette magie du monde, Jung appelait ça la numinosité, tout ce qui est lumineux, et tout ce qui fait qu'une rivière parle, un arbre parle. En fait, les enfants, quand ils naissent, ils ont ça de manière instinctive. Ça Mais vient nous, ça vient d'un auteur qui s'appelle Rudolf Otto, hein, le concept de numineux, c'est ah ok. hyper riche, c'est très riche, ouais, ouais. Bah, une Ah oui, petite il avait écrit un référence. livre sur le sacré, non? Exactement, que j'avais Ouais. acheté je me rappelle, lors d'une expo à Beaubourg sur justement la peinture inspirée, mystique et tout ça. Ok. Ouais, ouais, mais je l'ai, le livre de Otto sur le sacré. Mm. Euh, j'ai lu ça il y a longtemps. Mais je savais pas que c'était lui qui avait créé cette luminosité. Et donc, Ouais. dans ce futur, parce que ce que vivent les héros, même si c'est un livre avec des héros lumineux, il y a des personnages extrêmement noirs. Et donc, pour tenir, ils ont besoin de ça. Et, euh, et donc, c'est pour ça que moi, je me suis inspiré des peuples racines, parce que eux, ils ont un rapport au monde dans lequel les défunts, les communications des uns vers les autres, avec la nature, tout ça, c'est complètement intégré. C'est-à-dire qu'ils sont dans un système interconnecté et dans un système où la notion d'harmonie et de ressenti est au cœur de l'équilibre de la société. Nous, on a remplacé ça par les euros ou les dollars. Ça n'a pas le même effet, en fait, quoi. En termes d'effet Enfin, on peut s'organiser avec une monnaie, mais ça fait que les cœurs ne s'harmonisent plus et qu'on attribue de la valeur à des choses qui ne devraient pas en avoir. Et donc, pour moi, c'est très important. Et puis, tous ces peuples, ils restent connectés, enfin, ils sont restés connectés, alors parfois à Gaïa tout entière, mais parfois à leur forêt, à leur territoire. Et il y a énormément à puiser là-dedans, en sagesse, en concepts qui peuvent nous aider. Donc, oui, ils sont très représentés dans ces livres. Et puis, et j'essaye de les représenter. D'une manière très moderne, c'est-à-dire avec du savoir effectif, quoi. Et Mhm. c'est ce que tu fais toi avec Native aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste, on va dire, une curiosité. Ce qu'ils Mhm. font, c'est quelque chose qu'on peut complètement appliquer pour, bah, comme vous le faites dans vos différents numéros, pour revoir la santé, pour revoir nos rapports à la paternité, à la maternité, nos rapports avec tout un tas d'autres choses. Et on peut piocher dans un monde, nous, qui est devenu assez uniforme dans ces peuples-là qui restent des laboratoires de diversité, justement. Ouais, et pour autant, tu vois, si je me fais un peu le critique de ce discours, de ce positionnement-là, chez les peuples racines, la notion d'individu, parce que je fais référence à ce que dit Lucie, là, elle parle d'individualisation, moi je parlerais plus d'individuation, hein, au sens jungien, hein, c'est-à-dire devenir un individu tout en étant relié. Mais la notion d'individu est mise au second plan chez les peuples racines, et par ailleurs, effectivement, il y a une espèce de refus de la technologie parce que leur rapport à la matière est tellement direct qu'ils refusent de transformer la matière, et finalement, ils n'ont pas développé de technologie. Pour la plupart de ces peuples-là, ils sont restés complètement en communion avec la nature. Et pour certains, c'est considéré comme voilà, une forme de vie primitive, archaïque, etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'inspirer de ces valeurs-là sans rejeter quand même
l'intérêt d'être individué aussi dans nos sociétés, et puis aussi l'intérêt, la valeur que peut représenter la technologie, le progrès et ces choses-là, tu vois. Est-ce qu'il y a une Ouais. antinomie ou est-ce que c'est conciliable? Alors, la question de la technologie, pour moi, elle est centrale et elle est aussi centrale dans la clé des songes où la question de l'intelligence artificielle s'invite largement. Mhm. Euh, et en fait, quand on regarde l'évolution depuis le Big Bang et l'apparition de la vie, on se rend compte dans la sophistication de la vie que la vie elle-même est technologique, c'est-à-dire que elle a développé en fait un certain nombre de techniques pour résoudre un certain nombre de problèmes. Vous avez des espèces qui sont capables de respirer en haut enfin, dans la haute atmosphère. Des oiseaux qui volent à 11-12 km, et puis vous avez des espèces qui sont capables de vivre dans la terre, sous l'eau, etc. Donc on a développé en fait un certain nombre de techniques qui sont au niveau du corps, et des techniques de guerre, des techniques de défense. Mhm. La nature est technique. La seule différence, c'est que cette technique-là, alors, elle est pas, enfin, moi, je veux pas non plus idéaliser la nature, parce que la nature est un équilibre, enfin, la biosphère, entre des forces de coopération et des forces de prédation, et la prédation est très présente aussi, et Mhm. vous avez des espèces qui sont absolument abominables. Vous allez regarder le monde des insectes, par exemple. Si vous regardez le film Microcosmos, ou vous lisez les livres de Bernard Werber, ou certains livres, il y a un livre de Michael Crichton qui s'appelle Micro, où on voit toutes les horreurs qui se font au niveau microscopique, et bah, ça fait très peur. Ou le prochain film de Yann Kounen, là, L'homme qui rétrécit, où Jean Mhm. Dujardin se retrouve face à une araignée parce qu'il rétrécit. Enfin, le monde microscopique et macroscopique de la nature est difficile. Et comment dire, alors attends, j'ai perdu le fil de mon... Oui, la nature elle-même est technologique, tu dis. Oui, oui, et voilà. Et la seule différence, c'est que leur technologie, par exemple, l'œil humain est très technologique. Quand vous mourrez, il redevient des nutriments qui vont servir à faire autre chose. Mhm. Alors que Oui. nous, votre iPhone, vous le mettez là, il va faire de la pollution. Donc, toute la question du bouquin, c'est d'arriver à faire de la technologie bio-inspirée, c'est-à-dire qui puisse être biodégradable. Donc, la révolution bleue va vers ça. Et aujourd'hui, voilà, c'est des technologies de transition qui sont, on va dire, balbutiante, mais il y en a quand même beaucoup qui travaillent là-dessus sur le biomimétisme. Moi, j'ai des bureaux là, à la Climate House à Paris, on a tout l'écosystème du biomimétisme en France. Et il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à des nouveaux procédés inspirés par la nature, complètement biodégradables et qui pourraient réinventer toute une série de procédés que l'on a. Et donc, la question après, si on a rendu la technologie non polluante, la question, c'est celle de son usage, parce qu'elle peut être non polluante, mais tout à Mhm. fait létale. Et là, c'est une question d'élévation et voilà, de rapport à la violence. Mais moi, j'essaye pas d'évincer la technologie. D'ailleurs, au cœur du livre, il y a, enfin, moi, enfin, depuis que je m'intéresse aux mathématiques, les domaines dans lesquels j'étais en maths étaient connexes à l'intelligence artificielle. Moi, j'étais dans le domaine de l'optimisation, donc j'ai toujours suivi les progrès de l'intelligence artificielle. Quand on voit les développements là depuis 3 ans, je me disais, bon, tout ça, est-ce que, enfin, l'interdire, ça va être difficile parce qu'il y a plein de gens qui s'y retrouvent. Il y a des gens qui vont en avoir des utilisations atroces, et il y en a dans le bouquin qui ont des utilisations atroces de l'intelligence artificielle. Et moi, je me posais la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire d'extraordinaire et qu'on ne pourrait faire qu'avec une IA. Et donc, il y a une proposition dans le livre, mais là, je ne veux pas spoiler. Non, Euh, mais par contre, mais- tu dis que les religions s'y mettent aussi. Chaque, chaque courant Ah ouais, religieux ouais, sort son truc. C'est assez ouais, marrant. voilà. Voilà, bon, enfin voilà, les gens débattront, mais il y a un certain nombre de personnes qui m'ont contacté pour qu'on crée cette IA, et je pense qu'on va la créer, quoi, parce que ça serait marrant, mais bon, pas tout de suite. L'IA, c'est un outil et donc tout dépend de ce qu'on en fait. On peut faire des choses bien avec l'IA, c'est ça aussi que tu veux dire. Ouais, c'est plus qu'un outil, hein, parce qu'il y a une question d'agentisation, c'est-à-dire qu'un outil, il peut pas, votre marteau, il va pas décider d'aller faire quelque chose. Une IA, de plus en plus, va vers ça. Enfin, pour l'instant, on lui posait des questions, elle répond, mais à partir du moment où vous êtes un agent, c'est-à-dire avec une capacité d'agir et de ressentir, enfin, d'avoir des boucles de rétroaction, ça peut aller très loin, hein, je veux dire, ces choses-là. Mhm. Et là, il y a beaucoup de littérature aussi en science-fiction là-dessus qui touche à ces questions-là. Donc ça peut faire peur, mais justement, moi je me dis toujours, enfin, c'est en inventant des utilisations extrêmement lumineuses qu'on arrivera à nudger, c'est-à-dire diriger les gens vers d'autres types d'utilisation de tout ça. Hum.
Najib nous dit que l'Albanie vient de nommer une IA comme ministre pour se prémunir de la corruption. Tu Ouais, connais, ouais. Alors, tu savais ça? oui, oui, j'ai suivi ça. Et d'ailleurs, ça pose beaucoup de débats parce que donc il y a un des membres membre du gouvernement qui est une IA là, depuis une semaine en Albanie. Et ça pose la question de sur quelle base a appris cette IA. Parce qu'aujourd'hui, une IA, bon, vous voyez bien, vous posez des questions, elles vont toujours dans votre sens, quoi. C'est assez rare que les IA vous disent non. Donc, ça a à voir là-dessus. Et puis, cette IA, elle peut être trafiquée parce qu'elle a appris sur un certain nombre de données. Donc, et puis, ça pose la question de la représentativité. Et je lisais un post l'autre jour sur LinkedIn là, d'un ami qui s'appelle Christian Clot, qui disait on a donné à l'IA un pouvoir qu'on n'a jamais donné à aucune espèce non humaine, c'est-à-dire les dauphins, les baleines, les arbres, etc. Et peut-être qu'il l'aurait mérité davantage. Et là, on donne ce pouvoir-là. Donc, c'est très questionnable, en fait, cette question-là. Et en tout cas, dans le livre, c'est pas ça, en fait, qu'elle fait l'IA. C'est autre Mhm, chose, quoi. mhm, mhm. Oui, Maya fait une remarque assez intéressante, c'est-à-dire qu'on peut aussi aller vers des communautés, une multitude de communautés, plutôt que de vouloir à tout prix des grandes organisations au niveau des nations, au niveau sociétal. Est-ce qu'on va pas vers ça justement, parce qu'on voit beaucoup de gens qui voilà, s'organisent dans des écolieux ou ce genre de choses pour vivre ces valeurs-là, sans attendre que finalement les gouvernements, les États mettent en place des alternatives. On peut déjà vivre ça à une échelle plus restreinte. Oui, oui. Alors, d'ailleurs, ces modes de vie alternatifs, il y a dans le livre là, des membres de la Révolution bleue qui vivent dans un écolieu dans la Drôme, dans la Biovallée. C'est ça. Donc, pour moi, c'est intégré. Mais en fait, si chacun vit dans son petit coin, en fait, vous avez une société qui est très... bon, déjà, tous ces écolieux qui ont l'impression d'être autonomes, le jour où des gens arriveront dans l'écolieu avec des bazookas et des voitures de guerre, enfin, je peux vous dire que tout ce qu'ils ont planté, ils vont les donner aux autres, quoi. Donc, c'est pas une sécurité, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une sorte d'archipélisation de ces écolieux, donc qui se connectent les uns avec les Mhm. autres. Donc ça, c'est intéressant. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, la vague humaine, parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes globaux. Et pour y répondre, si vous avez une partie du monde qui ne répond pas, bah, en fait, on va tous être touchés. En fait, si on prend la question du climat, ou de la biodiversité, ou de la pollution de l'eau, ou autre chose, les plastiques, en fait, toutes ces grandes fléaux, on a besoin d'y répondre collectivement. S'il y a un pays qui continue à inonder le monde de plastique et que tous les autres arrêtent, donc on est Mhm. obligé d'avoir une unité des nations. Et ça ne veut pas dire de ne pas vivre. Pour moi, c'est très, enfin, les Anglais appelaient ça le glocal, le global local, quoi. La Révolution bleue, elle est très glocale, c'est-à-dire, Mhm. avant tout, tu agis, et il parle beaucoup, par exemple, dans la Révolution bleue, de biorégionalisme, c'est-à-dire l'échelle d'un territoire de réinvention, c'est une vallée, c'est, on va dire, un bassin versant d'un fleuve, c'est la bonne Mhm. unité pour pouvoir à la fois lire culturellement qu'est-ce que c'est un territoire, imaginer sa réinvention. Dès que vous êtes à l'échelle des nations où tout devient flou, mais par contre, s'il n'y a pas une espèce de vibe qui unit l'humanité, voilà. Et par exemple, les grands principes d'Homo Bioceris, ce sont des principes qui sont très généraux. Il y en a un, les missions, il y a émerveiller, aimer, etc. Et après, vous pouvez les décliner localement comme, comme vous le voulez. Et c'est important, quoi. Il n'y a pas une manière de vivre, sinon on renonce à la diversité. Chaque pays a enfin, chaque biorégion a des ressources différentes, a des spécificités différentes, une histoire différente. Et le but, c'est de garder ces cultures-là qui ont une importance. Mhm. Dans le livre, donc je disais, il y a beaucoup de réflexions en termes de géopolitique. Tu fais se jouer une nouvelle guerre froide entre les États-Unis, la Chine, notamment. Tu parles de civilisation écologique dans la vision chinoise. C'est de la fiction, ça, ou c'est quelque Ah non, chose non, non, Et tu peux nous en c'est un parler de ça? concept. Bah, en fait, c'est un concept qui a été inscrit même par Xi Jinping dans la constitution chinoise. Et il y a un grand projet de la Chine, à la fois de se verdir, donc il y a tout un projet dont je parle dans la clé des songes qu'on Mhm. appelle la belle Chine, c'est-à-dire de faire de la Chine
un paradis. Alors bon, il y a certaines régions ultra-industrielles, ils n'en sont pas encore là, mais ce paradis pourrait être comme nous on l'a fait avec les autres, en mettant en fait tous les miettes sous les tapis des autres pays autour qui leur serviront de poubelle ou en tout cas de ressources, etc. Donc il y a l'idée de constituer en fait euh, une proposition, mais leur proposition, c'est d'arriver à proposer une autre gouvernance planétaire. Donc ça, c'est le projet de civilisation écologique, en mettant l'écologie au cœur de ça. Et en fait, c'est un concept qui a jamais passé trop la barrière de la Chine. C'est-à-dire qu'en Europe, on ne le connaît pas. Il y a un bouquin de 900 pages que j'ai cité là dans la bibliographie sur ce concept-là. Mais tout ce que fait aujourd'hui la Chine, qui est leader dans toutes les technologies vertes, hein, on le voit bien aujourd'hui, ils sont en train d'exploser complètement tous les autres constructeurs sur les voitures électriques, sur les éoliennes, sur les panneaux solaires, sur les électrolyseurs, en fait, toutes les technologies. Et ça fait partie de cette vision. Et leur vision, c'est de se dire, il y aura des problèmes écologiques, nous, on est capable de les résoudre tous par la technique, quoi. Et Mhm. justement, alors, il y aura besoin d'un certain nombre d'éléments techniques dans la résolution des crises environnementales, mais pas que. Et justement, la révolution bleue amène autre chose. Il y a tout un débat sur est-ce que la technique suffit ou pas, et est-ce qu'il faut aller plus vers la bio-inspiration. Et on va dire, la vision chinoise des choses est très matérialiste, c'est-à-dire c'est des atomes, enfin on est dans quelque chose dans lequel on n'invite pas justement la relation à la magie de la nature, et donc il y a Mhm. presque, on va dire, une nuance dans la Révolution bleue, et à la fin, dans le troisième tome, sans spoiler, moi ce que j'aimerais, c'est que tous les peuples amènent ce qu'ils ont de meilleur, et par exemple les Chinois ont cette capacité à planifier, cette capacité à organiser hors norme, et puis à tenter l'impossible dans beaucoup de pays, dans le confort, et puis on cherche à s'enrichir d'abord. Enfin, ils font des ponts, ils font des tunnels, des trucs qui sont complètement démesurés par rapport à ce qu'on sait faire. Notre viaduc de Millau à côté de ce qu'ils font, enfin, pour nous, c'était la prouesse française, mais ils ont Mhm. fait des trucs qui sont Mhm. 100 fois plus impressionnants que ça. Et l'idée, c'est que voilà, la Chine amène cette force-là, mais que on ne soit pas à essayer d'asservir le monde à la solde de la Chine ou à la solde des États-Unis, comme voilà, Trump essaye de le faire en ce moment, quoi. Est-ce que ça peut pas être une étape, malgré tout, d'avoir une économie décarbonée qui soit uniquement technologique, comme sembleraient vouloir le faire les Chinois, et pour ensuite Bah, aller vers quelque chose de plus spirituel? moi, enfin, imagine que demain, on ferme les yeux, on se réveille, tout est décarboné dans l'énergie. Ça ne résout pas les 8 autres limites planétaires, qui est qu'est-ce que tu fais de l'énergie, qu'est-ce que tu produis et quelle est la société que tu veux. Donc, si tu veux, il faut autre chose. C'est-à-dire que si tu ne fais que décarboner, en fait, tu ne résous pas les problèmes de l'eau, les problèmes de pollution, les problèmes de plastique, etc. Et il faut aller beaucoup plus loin. Et quand tu fais une transformation qui intègre les 9 limites planétaires, tu vois que ces trucs-là, qui restent dans du extractil, etc., ne suffit pas. Alors, ça va suffire, ça va être utile pour, par exemple, électrifier un certain nombre de choses. Et il y a des choses qui étaient très consommateurs en ressources qui en consomment de moins en moins. Mais globalement, derrière cette transition énergétique, tu as beaucoup de métaux et tu as beaucoup d'énergie aussi qui est nécessaire pour extraire ce dont on a besoin. Mais quand bien même on la réussirait, tu vois, ce qui est déjà impossible, moi ça fait 30 ans que je travaille dans la transition énergétique, euh, il y a eu des choses extraordinaires hein, qui ont été faites, mais la consommation énergétique mondiale a tellement augmenté que Mhm. ça n'a pas suivi. Mais la Chine va à une vitesse phénoménale là-dessus. Ils ont construit au premier semestre 2025 2 fois plus d'énergie renouvelable que le reste du monde. L'année dernière, c'était la même chose, et là, cette année, c'est 2 fois plus. Donc, ils vont à une vitesse phénoménale, et beaucoup de gens disent qu'ils s'équipent électriquement pour pouvoir alimenter les IA. Tu vois. Donc, Oui, c'est et ça qui consomme énormément aujourd'hui aussi, ouais. bah, pour l'instant, ça consomme pas beaucoup quand tu Mhm. regardes, mais quand on voit le nombre de data centers, et alors pour le coup, là, c'est des pollutions gigantesques, hein, mais Facebook parle d'un data center qui pourrait avoir la taille de Manhattan, quoi. Donc, si tu veux, c'est un truc, on est sur des choses, des projets à 50, 100, 500 milliards de dollars, tout ça pour l'IA. Et par exemple, aux États-Unis, un des très gros problèmes qu'ils ont, c'est que leurs data centers ben, ne pourront pas suivre parce que le réseau électrique est dans un état pitoyable. Donc là, c'est une énorme question. Donc là, ils investissent tous sur l'IA, mais ils ne savent pas comment construire des centrales. Il y a un renouveau du nucléaire. Donc ça, c'est une grosse question. Et c'est aussi pour ça qu'ils font des deals avec certains pays au Moyen-Orient, etc. Parce que
ils mettent des data centers chez des pays amis pour pouvoir avoir ça. Donc Ouais, là, on est dans la démesure. ouais. Et pas seulement, excuse-moi de te couper, mais demain, on publie sur le site de la revue Native, donc un revue-native.com, un article sur un projet de l'entreprise TikTok pour construire un data center immense dans le nord-est du Brésil sur des territoires autochtones. Donc Wow. ça menace directement un peuple autochtone, ça menace leur terre, leur eau, leur mode de vie, tu vois. L'article sera à lire, c'est en accès libre demain sur le site Revue Native. Ouais. Donc oui, effectivement, il y a besoin de construire ces immenses data centers et ça va, ce besoin-là ne va faire qu'augmenter, quoi. Voilà. Mais après, bon, voilà, moi, enfin, il y a la marche du monde. Moi, je suis pas naïf. Je m'informe sur beaucoup, beaucoup de choses. Mais à un moment, si on ne reprend pas notre capacité à imaginer d'autres trajectoires, on ne Ouais. fait que commenter des choses qui ne nous plaisent pas. Donc, et à toutes les époques, il y a eu des gens, et on est nombreux hein, à cette époque-là, à essayer de proposer d'autres choses, quoi. Parce que, donc évidemment, il y a des forces énormes de tout ça, mais la bulle de l'IA peut s'effondrer parce que derrière, les revenus de toutes ces boîtes, rien n'est clair. Donc, Ah, enfin, ah. rien n'est dit, et la messe n'est pas dite hein, dans toutes ces Ouais. choses. L'essentiel, c'est d'inventer d'autres choses, mais qui soient robustes par rapport à ces autres rêves, parce que ça, ce sont des rêves de certaines personnes. Cette vision de la Chine, c'est ce qu'on appelle le rêve chinois. Les Américains, c'est le rêve américain. Donc Mhm. là, il y a le rêve de la Révolution bleue, et l'idée, c'est que ce rêve puisse englober tous les autres, pas pour les contrôler, mais pour les mettre au service de quelque chose de plus noble qui soit la pérennité de l'espèce humaine, la pérennité de la vie, la curiosité de l'univers et d'essayer de faire de cette petite planète un diamant dans l'univers, quoi. Alors, avant de conclure sur One Home, quand même, je voudrais qu'on parle de One Home. Il y a une question intéressante de Marie-Cécile, comme tu es un expert en énergie. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on appelle l'énergie libre, les recherches de Tesla, toutes ces choses-là, l'énergie de point zéro? Est-ce qu'il y a du fond derrière tout ça? Euh, Bon, moi, ça fait 30 ans depuis mes études que je suis ça. Et moi, il y a des choses que je suis tout. Je veux dire, les ovnis, tout. Enfin, parce qu'il peut y avoir des choses Ouais. incroyables qui peuvent arriver de partout. Et après, je vois ce qui évolue. En fait, ça évolue pas trop. Alors, on pourrait se dire peut-être que toutes les découvertes qui sont là-dedans, elles sont tuées dans l'œuf. Et il y a des histoires hein, de gens qui ont réfléchi et qui ont disparu, qui ont été Ouais. kidnappés, etc., des trucs de services secrets. Donc, voilà. Mais je me dis qu'on est à une époque où il y aurait tellement d'États qui auraient intérêt à avoir ces choses-là. Si ça existait, la Chine ou d'autres l'auraient autorisé. C'est pas parce qu'en France, on a des nucléocrates qui pourraient être contre ce type d'énergie que partout ailleurs, elles le sont. Donc, ce qui est étonnant, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas des pays où ces énergies se soient développées. Moi, donc, En je Inde, ne fais il y pas. avait des choses. C'était à petite échelle, bien sûr, mais Il y a eu des choses en Inde et il y a eu des choses qui ont été reprises par Tata sur l'eau, sur des c'est moteurs à ça. eau dans des voitures, etc. Mais on n'est pas sur l'énergie libre, c'est-à-dire l'énergie du vide, l'énergie. Voilà, je vous renvoie au roman de notre ami Yannick Roudot qui est incroyable sur la vie de Tesla, là, qui vient d'être publié là, il y a quelques mois aux éditions de la Mer Salée, qui est un visionnaire hors norme. Mais moi, ce que je me dis, c'est que si l'énergie libre existait, est-ce que l'humanité est prête à ça? Enfin, j'inverserai la question. Ça donne Mhm. une énergie qui serait illimitée. Là, je ne dis pas si c'est possible ou pas, mais aujourd'hui, déjà, avec une énergie limitée, on fait n'importe quoi avec. Pour moi, c'est quelque chose sans sagesse qui est extrêmement Mhm. euh, dangereux, en fait, cette chose-là. Alors, ça pourrait donner à tout le monde une forme d'autonomie totale, mais on va aller tous vers la démesure, c'est-à-dire, et derrière, la nature, elle, va pas résister à ça. Donc, je sais pas. En tout cas, il faut rester ouvert à tout parce qu'il peut y avoir des découvertes Mhm. stupéfiantes qui peuvent changer les équilibres géopolitiques. Mais si derrière on le fait, et c'est pour ça, moi, que ça m'intéresse de réfléchir de à quoi sert l'humanité en général, parce que si on répond pas à cette question, quelle que soit l'énergie que vous avez, le projet, il va être destructeur pour l'humanité et pour la biosphère. Donc c'est pour ça que toi tu paries d'abord sur l'énergie du cœur, on va dire. Et, Exactement. Alors celle-là, et c'était Teilhard de Chardin qui disait, elle est le jour où on découvrira l'énergie du cœur ou l'énergie de l'amour,
on s'apercevra qu'on a découvert le feu pour une deuxième fois. On a redécouvert le feu. On aura découvert le feu pour une deuxième fois. Mhm. Et enfin, c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que vous aimez, vous en donnez. Bah, en fait, le cœur, il n'est pas vide. Vous pouvez en redonner, 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 redonner. Et en fait, vous vous rendez compte que la plupart des choses folles que font les humains, c'est par manque d'amour, quoi. Donc, si on faisait circuler l'amour abondamment, en fait, vous avez beaucoup de religions et de sagesse qui vous disent aussi ça, que la mission d'être sur Terre, c'est d'aimer et d'être aimé, quoi. Enfin, surtout d'aimer, parce que enfin, il faut commencer par aimer si on veut être aimé. Puis, par circularité, à un moment, ça va arriver. Et cette énergie-là, effectivement, en tout cas, elle est extraordinaire, quoi. Donc, et ça peut faire le lien vers One Home, quoi, C'est justement. ça, c'est au cœur de One Home. Alors vas-y, parle-nous-en et ensuite on va Ouais. regarder Donc, ouais. une petite vidéo. Ouais, donc on a créé, nous, une ONG il y a 5 ans pour faire vivre à tous, un peu dans cette idée d'éveil planétaire, l'Overview Effect, qui est l'émerveillement qu'ont eu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Et aujourd'hui, si vous voulez vivre ça, il n'y a que 600 personnes qui l'ont fait, ou vous pouvez payer 1 million de dollars à Musk ou à Trump, ou pardon, à Bezos, ou au patron de Virgin Galactic, même si elle ne marche pas trop, ses fusées en ce moment, pour faire ces voyages-là, et c'est pas du tout généralisable, et en plus, c'est quelques minutes, donc vous n'avez pas du tout le même émerveillement. Donc nous, on utilise un satellite qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, qui prend des images tous les jours, 10 images de la Terre, et tout éclairé, et nous, on les a mis en algorithme pour créer des vidéos 4K de la Terre, et c'est la première fois où la Terre se voit de tous les côtés depuis l'espace. Et donc on a des vidéos, et on a travaillé en fait avec des musiciens pour avoir des vidéos qui ouvrent le cœur et qui nous mettent dans un état presque d'apesanteur et qui créent cet effet qu'ont les astronautes dans l'espace, mais en quelques minutes, quoi. Vous pouvez vivre ça. Et puis on a invité sur nos vidéos un certain nombre. Alors attends, est-ce que je peux partager? Attends, On avait dit peut-être c'est Najib qui envoie. Je monte le site One Home pour me D'accord. partager. Et puis après, Est-ce que vous voyez là? Ouais, Donc, on voit. le On site, voit. là, vous voyez le site One Home, dans lequel vous avez 20 vidéos. Là, donc, c'est onehome.org. Donc là, vous avez des vidéos avec des éclipses vues de l'espace, une éclipse sur l'Antarctique. Là, on voit les poussières entre l'Amazonie et l'Afrique. C'est incroyable de voir ça. On voit vraiment une terre vivante là-dedans. On a une collaboration avec la chanteuse Yael Naïm, avec Agoria, qui est un des musiciens électro qui avait composé et joué pour la cérémonie de clôture des JO. Et c'est Mhm. la musique qu'on va écouter avec Najib. Mais on a fait ça aussi avec des grands penseurs planétaires. Donc, l'année dernière, on a fait une vidéo avec Jane Goodall, une avec Hélène Courtois, qui est une astrophysicienne, avec Satish Kumar, vraiment c'est mon humain préféré, quoi. Tu vois. Donc, Ouais, que j'ai eu la chance d'interviewer pour Native, ouais, qui est génial. ouais, c'est vraiment, vraiment quelqu'un et qui nous a fait une vidéo incroyable. Frank White, qui est l'inventeur de l'Overview Effect. Et puis, pour Mhm. chacune de ces vidéos, vous cliquez dessus et vous pouvez les regarder en grand écran chez vous. Et vous pouvez les télécharger parce que l'idée, c'est que ces vidéos, vous pouvez les jouer en famille, mais aussi dans une mairie, dans une école, dans une entreprise, en ouverture d'une conférence. Il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Et justement, on a beaucoup de gens qui utilisent ces vidéos depuis 5 ans, quand on a monté cette ONG avec quelques amis, mais on ne sait jamais où ils sont. Et donc là, on a créé, et là, le site web, il a été lancé la semaine dernière, une carte interactive de tous les endroits où les gens ont projeté One Home. Donc on invite les gens à montrer ces images et tous, là où vous êtes, vous pouvez les utiliser. Et si vous faites une projection de plus de 10 personnes, vous pouvez ajouter un événement. Après que l'événement ait lieu, vous mettez l'adresse, le lieu, la date, vous mettez quelques photos, vous racontez ce que les gens ont mis, et ça allumera un petit point sur la Terre. Et aujourd'hui, là, il y a 67 événements qui ont été rentrés dans 21 pays. Et on a formulé le rêve que d'ici fin 2025, on est, donc dans 3 mois, euh, 100 pays qui soient allumés. Et le but, c'est de montrer que chacun de ces petits points, donc par exemple, je pense celui-là, c'était un point au milieu de l'Atlantique, où on a montré, One Home, des gens ont montré ça à bord du Queen Mary 2. Je peux en montrer un autre où Mhm. par exemple, ça a été à Tahiti, ici. Et donc ça, c'était pour la Convention des entreprises pour le climat. Attendez. Ah, ça marche pas. Ça doit marcher.
Ouais. Convention des entreprises pour le climat, et vous voyez des photos de l'événement. Les gens avaient fait des grands cœurs à Tahiti, là. Et Mhm. donc, vous tous, vous pouvez participer à ça, à cet événement, enfin, à cette dynamique. Et pour ça, on a créé des vidéos de tutos, donc en français et en anglais, où vous pouvez, qui vous disent qu'est-ce que c'est One Home, si vous devez expliquer à des gens, qu'est-ce que c'est l'Overview Effect, et puis comment organiser un événement. En quelques minutes, on vous explique comment organiser un événement. Tout est gratuit, onehome.org. Et voilà, vous pouvez faire l'expérience de la Terre. Et c'est vraiment un des piliers de la Révolution bleue, cet Overview Effect, cet effet-là, parce que on a besoin, comme tu le disais avant, de la vision très locale, parce que c'est à cette échelle-là qu'on vit et cette échelle-là que les transformations doivent avoir lieu. Mais on doit être relié par le global. Et en fait, les Mhm. images que vous allez voir, où on voit la Terre en entier, elle nous montre pas la Terre, elle nous montre Gaïa, elle nous montre l'être auquel on appartient. Et ça va pas de soi. C'est comme si Pinocchio avait vu la baleine à laquelle il appartient. Donc, Mhm. Najib, est-ce que tu peux lancer la vidéo? Donc, pendant 2 minutes, là, vous allez voir la Terre. Donc, je vous invite à fermer la lumière chez vous avant que Najib appuie sur Play. Euh, Fermez les petites fenêtres que vous avez autour des vidéos. Et puis, on va regarder la Terre pendant 2 minutes. Voilà. Et puis on se retrouve pour finir juste après ça. Il y a Non? une bande grise en haut? Ah, moi, je voyais ça sur mon écran au-dessus de la Terre, non? Ouais, ouais. Ouais. Bon, allez pas sur le site. C'est Donc, ça, si c'est un vous petit allez bug. sur Un petit bug, ouais, c'est rien. c'était un bug sur l'ordi de Ouais. Najib. Mais voilà, donc. Alors attends, je voudrais redire pour qu'on comprenne bien. Donc l'overview effect, c'est cet état de conscience, ce choc cognitif qu'ont ressenti les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace et en prenant conscience de son infinie fragilité et de ce qu'on appelle cette petite bille bleue. Et pour avoir ces images-là, donc il fallait un satellite qui soit dans l'axe Terre-Soleil, hein, pour qu'on puisse Ouais, avoir donc, l'image de la Terre alors, tout peut-être, éclairée. avant que j'explique, peut-être, alors, même s'il y avait ce petit bug, qu'est-ce que ça vous a inspiré, s'il y a quelques mots dans le chat sur de voir la Terre, et puis après, j'expliquerai le comment ça marche, quoi. Ça devrait être obligatoire dans toutes les écoles, non? Vous travaillez avec l'éducation nationale parce que tu vois, faire passer En fait, ces il images-là, y a des profs qui le font, mais nous, enfin, travailler avec l'éducation nationale, c'est toujours un peu c'est compliqué, une quoi. grosse machine, ouais, c'est vraiment une grosse Une machine. grosse machine.
C'est sûr qu'avec la musique, tout de suite, ça prend une dimension très poétique, très émouvante, hein, évidemment, hein. Ouais. La La beauté beauté. à l'état pur, c'est émouvant. Ouais, tu le vois, le chat. Ouais, ouais, ça y est, je le vois. Hmm. Ouais. Ouais, et je vois, c'est hyper apaisant dans cette période où, voilà, ce qui est un peu dur hein, pour La beaucoup Terre de n'est gens. pas plate. La Terre- On constate que la Terre... Alors, sur l'écran, elle est plate, mais elle tourne, donc c'est Oui, compliqué pour les on est gens. pas sûr, là. Excellent. Euh, ouais, donc c'est apaisant et nous déjà c'est ça et puis ça amène les gens à regarder les choses avec le recul quoi, dans l'espace et dans le temps. Et c'est ça qui m'avait frappé chez les astronautes, c'est-à-dire que ils ont ce recul en se disant, mais en fait, les nations, finalement, enfin, c'est une invention, parce que de l'espace, on voit qu'une seule Terre, on voit qu'une seule humanité. Euh, et puis, on relativise tout, les guerres, elles sont pas visibles, Les les frontières. les frontières. euh, et puis, on réalise surtout que on vit dans cet écrin qui flotte. Au milieu de l'univers où il y a le miracle de la vie et nous on est assez fous pour le remettre en cause au titre de c'est mes ressources, pas tes ressources, je t'en prête, je t'en donne pas, etc. Et Mhm. voilà, c'est des images, moi je les ai montrées des centaines de fois et puis il y a des centaines ou des milliers de personnes qui les ont montées à travers le monde. Si dans les chats, là, il y a des gens qui ont déjà montré ces images de One Home, vous pouvez rentrer des événements passés que vous avez organisés aussi. Est-ce Donc qu'on peut le faire au n'hésitez pas. cinéma? Il demande Emmanuel. On peut le faire, on peut le projeter au cinéma. Tu l'as fait déjà, ce Oui, genre de oui, oui. cinéma? Bah, on l'a fait, ne serait-ce qu'avec Najib, il n'y a On pas l'a fait à longtemps, hein, Lyon. On l'a fait à Lyon. à Hein. Lyon le On a 23 fait novembre sur un grand et on écran. était Ouais. dans une salle de 500 personnes sur un grand écran. Tiens, d'ailleurs, il faut qu'on le rentre, cet événement sur la Il faut carte. le rentrer, ouais. Alors moi, je t'avais Ouais. posé la question, je t'avais posé la question, est-ce qu'on peut le faire comme un hologramme en 3D? En fait, tu m'avais dit non, ça rend pas. En tout cas, pour l'instant, c'est Bah, pas, en fait, ça en apporte pas 3D, grand-chose. le satellite, il est face à la Terre, on n'a pas les côtés, donc tu peux pas te rapprocher sur les côtés. Puis Ouais. de toute façon, quand tu es dans l'espace, là, pour le coup, la Terre est plate, quoi. Tu vois, et Mhm. en fait, quand tu le montes sur un grand écran, euh, comme elle est ronde, et si vous l'utilisez, même essayez sur votre télé, hein, vous pouvez aller sur le site par votre télé, où on a une chaîne YouTube, si vous avez l'appli YouTube, vous allez sur onehome.org, vous allez voir qu'on dirait qu'elle sort de l'écran, en fait, quoi. Et donc, il n'y a pas Mhm. besoin. Et puis, si on en avait fait une application de réalité virtuelle, les gens auraient parlé ça comme un projet technologique. Et nous, justement, Ouais. et ça rejoint la discussion qu'on avait au départ, c'est d'utiliser la technologie, et Dieu sait qu'on en utilise là, des technologies avancées Internet, et puis un satellite qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, qui est le seul hein, dans l'axe Terre-Soleil à prendre ces photos de la Terre. Donc ça fait 10 ans qu'il émet ces images. Et bah, il y a quelque chose de triste là que je vais vous annoncer, c'est que mercredi prochain, le 1er octobre, ce satellite s'arrête parce que l'administration Trump a décidé d'arrêter ce satellite. Et donc pour moi, c'est un drame parce que ça fait 28 ans que j'y pense. Là, je suis complètement dans le déni. C'est comme si on me disait que quelqu'un de proche allait aller mourir dans 5 jours, quoi. Mhm. Et alors, d'un autre côté, nous, on a 10 ans d'archives, donc on va continuer à proposer des vidéos nouvelles. Je pense que ce satellite nous a donné ce qu'on devait avoir, c'est-à-dire ce recul sur nous-mêmes. Il a Et tout pour, donné, ouais. Il faut dire, et, tu m'as expliqué qu'il avait une durée de vie limitée de toute façon, hein, pour pas bah, tout mettre sur normalement, le dos de toi. il avait 5 ans de fuel parce qu'il se balade autour d'un point qui Mhm. s'appelle le point de Lagrange. Et il a fait déjà 10 ans. Et aux dernières nouvelles là, des équipes de la NASA avec qui on est en discussion, il avait encore 2 ans à vivre. Donc dans 2 ans, de toute façon, il serait arrêté de cette petite mort. Et là, voilà, il y a des gens un peu cupides qui décident d'éteindre ce satellite, mais aussi d'autres satellites qui nous servent à regarder la banquise, à regarder les éruptions volcaniques. Enfin, c'est un drame. La NASA, sous Trump, a été obligée de couper de 50% ses budgets de sciences de la Terre et de sciences du climat. Donc, le satellite, il passe à la trappe à cause de ça. Et pour dire adieu et rendre hommage à ce satellite, je vous enjoins tous à me suivre sur les réseaux sociaux ou à suivre One Home, ou en tout cas aller sur le site One Home. Il y a une newsletter, donc si vous pouvez vous inscrire à la newsletter, vous Mhm. serez au courant à la fois du progrès de ce défi sans pays, mais aussi des nouvelles vidéos. Et on Mhm. sort, Jocelyn l'a vu hein, en avant-première, une Ouais. vidéo avec Emma Aziza, qui est une des plus grandes hydrologues françaises et une dame d'une infinie poésie. Et il y a une autre personne dans l'audience aussi qui l'a vu, et avec un musicien sénégalais qui s'appelle Yaya Minté,
qui a une voix qui est tombée des étoiles, quoi. Jocelyn l'a écoutée. Et voilà, cette chanson sera voilà, notre adieu ou peut-être au revoir parce que, bon, il y a peut-être des trucs où on pourrait réactiver le satellite, mais je peux rien en dire, quoi. Donc, mais on y réfléchit parce que le satellite, voilà, il est toujours là. Donc, il y a peut-être d'autres moyens de se connecter à ces données, mais bon, pour l'instant, je peux rien C'est dire. où la newsletter sur One Home? Sur la home page, vous allez en plein en grand dessus. Attends, si je partage, je vous le montre. Euh, Email directement sur la page voilà. d'accueil, hein. Sur la page d'accueil, email ici. Voilà. Vous inscrivez et comme ça, vous serez au courant de ce projet. Ouais, Voilà. ouais, il faut Mais donc, absolument le l'aventure faire. One Home ne s'arrête pas, bien au contraire. Et on va valoriser ce trésor de 10 ans d'images qu'on a. Et peut-être que ça repartira. Et peut-être qu'en voyant toute l'humanité allumer des petites étoiles partout pour dire qu'ils aiment ces images de la Terre, peut-être que ça fera changer Donald Trump. Je suis pas sûr pour l'instant, mais on verra, quoi, tu vois. Donc, Ouais. c'est un peu la fiction du roman, parce que dans le roman, en fait, pour être à la fin de Siècle Bleu, dans le deuxième tome, le héros rêve que ce satellite parte. Et en fait, le satellite, il part un an après. Donc ça, c'était complètement, ouais, dans Siècle Bleu, là, Ouais. complètement imaginé. Et en fait, personne ne faisait rien de ces images. Et lui, il rêvait que les gens généralisent l'overview effect. Et c'est pour ça qu'on a créé au départ un premier projet qui s'appelait Blue Turn, et puis ensuite cette ONG qui s'appelle One Home. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à utiliser ces images. Et si vous avez des amis ou de la famille qui sont dans d'autres pays du monde, Mhm. parlez-leur de ce projet. Demandez-leur de faire une projection. Il suffit d'être 10 personnes parce qu'on veut que les gens aient un échange collectif pour... euh, voilà. One Home, and one œuvre, hein, on va dire, parce que ça, tout ça, ça fait un avec tes romans, évidemment. Euh, Ouais, et puis ce mouvement d'éclairer la Terre, on appelle ça la carte de la Révolution bleue. Donc tu disais d'essayer de déborder la Révolution bleue dans la réalité. Enfin, pour moi, c'est une tentative, quoi. Et là, c'est vraiment d'unir, comme je le disais, hein, pas d'unir par un gouvernement, mais d'unir par l'amour de la Terre, quoi. On est tous reliés à ça, hein. On est tous les fils et les filles de la Terre. C'est notre mère. Et nous, c'est ça qu'on veut activer et qu'on veut montrer de manière poétique avec cette carte de la Révolution bleue. ouais, et tu sais, les peuples racines, pour conclure, ils disent pas nous sommes dans la nature, ils disent nous sommes la nature, hein. C'est la Ah seule- bah oui, c'est ça. Voilà. Voilà, et on a discuté avec Jocelyn, et puis on en parlera avec Jean-Pierre Chometon aussi, de voir par Native et par d'autres réseaux que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à m'écrire, de montrer aussi, pas que dans 100 pays, mais aussi dans d'autres nations, dans d'autres peuples, et de faire venir nos frères et nos sœurs des forêts, des déserts, Ouais, dans les des communautés steppes et autochtones, des il écrivains. y a de Ouais, la technologie, il y a aussi de l'informatique, et puis les réseaux sociaux, et puis les smartphones aussi dans certaines communautés, bien sûr, hein. Ils vivent ouais, avec cette ouais. Et donc, modernité-là aussi. et ça sera intéressant parce que certains n'ont pas vu ces images de la Terre tout éclairées. Enfin, c'est le seul projet qui les montre. Et donc, d'avoir, au-delà de dire, tiens, ça a été projeté là, d'avoir leur réaction, de voir la Terre, qu'est-ce qu'ils mettent comme mot. Donc, ça peut être. Enfin, à l'époque, j'en avais parlé à Frédéric Lopez quand il faisait Rendez-vous en Terre Inconnue. Il m'a dit, OK, je montrerai ça dans les prochaines missions que je ferai. Et en fait, il a arrêté Rendez-vous en Terre Inconnue juste Ah oui, après. mais ça, c'est Donc, pas en un fait, problème. C'est pas un problème ouais. parce que nous, on est très proche de Franck Desplanques, qui est qui est le rédacteur en chef de l'émission, hein. Et Ah oui, ben oui, 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 vous avez fait l'exposition avec lui. Bah tiens, bien on va en sûr. parler là. Bien sûr, donc c'est de Bon, ça il dont on va faut, parler en off. On va continuer la discussion là-dessus. Mon cher Jean-Pierre, merci. Merci infiniment. merci à vous. Et puis, Ouais, merci à tous, ouais, de nous avoir suivis. Donc, vous voyez voilà. on peut suivre, on Donc, peut continuer à suivre tout ça. ah oui, la petite princesse est sortie en poche aussi, donc il y a plein de formats. Ah ouais, Donc, génial. vous pouvez commencer. Donc ça, c'est voilà, du coup, c'est moins cher, etc. Alors, si Et on veut lire La Petite Princesse, autant le lire avant La Clé des Songes, mais bon, voilà. voilà, si vous êtes des grands lecteurs et lectrices et que deux bouquins de 500 pages ne vous font pas peur, lisez les deux dans l'ordre. Mais si vraiment la question des rêves vous intéresse, vous pouvez commencer par celui-là et lire La Petite Princesse après. Comme un Voilà. Mais préquel, exactement. voilà. Mais, Ouais, euh, ouais. voilà. Mais vous allez retrouver des tas de thèmes qui sont voilà, chers à Vertical et à Jocelyn, à Najib. Voilà. En tout cas, merci à Najib pour l'invitation, merci à Jocelyn pour ton temps et merci à toutes et tous
pour ce moment et vos messages magnifiques. Merci, quoi. Ouais, tout le monde est touché, c'est clair, ça marche, ça fonctionne bien, hein, c'est sûr. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonne Allez, fin de merci. soirée à tous, à très Bonne fin de bientôt. soirée. Au Salut. plaisir. Au revoir.